Xavier. Très bien, maintenant nous allons passer à la présentation suivante. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Pierre Asfar d'Angers, qui va vous parler des cibles thérapeutiques de la réanimation des états de choc. Pierre, je t'ai nommé co-animateur. Tu peux donc partager l'écran. C'est bon, quand tu veux. Est-ce que vous voyez mon écran Je le vois, en grand écran j'entends. ou Tu n'as plus qu'à le mettre en mode présentation. c'est bon là? C'est bon pour moi. Bien. Bienvenue à tous. Nous sommes navrés, organisateurs de ce mode de distanciation, puisque ça ne nous permet pas de faire exactement ce que l'on souhaite et que je suppose que vous êtes comme nous, vous en avez plus qu'assez de cette modalité d'enseignement. On fera du mieux possible et donc je vais essayer quand même de vous parler des cibles ou des cibles hémodynamiques à atteindre au cours de la prise en charge des états de choc et plus spécifiquement des états de choc septiques. Pourquoi je me focalise sur le choc septique? Parce que c'est le seul type d'état de choc où il y a des recommandations fortes avec des guidelines internationales et européennes, alors que pour les autres, finalement, les recommandations se font par similitude au choc septique. Donc, les choses n'ont pas été validées dans les autres types d'états de choc, mais ont été validées plutôt dans les états de choc septique, raison pour laquelle je vais me focaliser dessus. Donc, euh, en général et globalement, l'hypotension au cours du choc septique reconnaît plusieurs mécanismes. Elle reconnaît un mécanisme d'hypovolémie qui est lié à une vasodilatation périphérique, liée à la vasoplégie dont vous a parlé le professeur Monet. Cette vasoplégie est marquée au niveau artériel, mais sachez aussi qu'au niveau veineux, il y a une vasodilatation et une vasoconstriction qui font que quand on est dans un process où il y a énormément de NO et de stimulation vasodilatatrice, le système veineux en est victime aussi. Et donc, il y a une vasodilatation veineuse qui favorise ce qu'on appelle une hypovolémie relative. Cette hypovolémie relative s'associe à une hypovolémie vraie, puisque ces patients en état de choc septique ont de la fièvre, mais ils ont aussi des pertes insensibles qui augmentent, et ils ont une augmentation de leur perméabilité vasculaire, et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous effectuez un remplissage chez ces patients, ils font des œdèmes. Par ailleurs, cette atteinte vasculaire est associée à une défaillance vasculaire artérielle et veineuse qui nécessite le recours aux vasopresseurs. Et enfin, il y a une composante myocardique avec une dysfonction myocardique, on appelle ça la myocardite septique, qui, selon les auteurs, est présente et se manifeste ouvertement entre 20 et 50% des patients qui présentent un état de choc septique. Donc, la prise en charge de l'état de choc septique va chercher à jouer sur tous les mécanismes que je viens de vous citer, la défaillance vasculaire, l'hypovolémie et la défaillance myocardique associée ou liée à une myocardite septique. Donc, dans les états de choc septique, le but de la réanimation est bien donc corriger la pression de perfusion des organes, et pour cela, vous avez deux thérapeutiques possibles, ce sont les fluides, le remplissage vasculaire, et l'usage des traitements vasopresseurs qui seront détaillés plus tard. Moi, je ne vais parler que des cibles. Et puis, l'objectif est de maintenir ou éventuellement d'augmenter le transport en oxygène. Et pour cela, vous allez donner de l'oxygène, vous allez donner du remplissage, vous allez éventuellement transfuser les patients et donner des inotropes pour augmenter le débit cardiaque afin de maintenir ou d'augmenter le transport en oxygène. Et enfin, il y a un vœu pieux, on voudrait bien améliorer la microcirculation, mais sachez qu'en pratique aujourd'hui, en dehors de la recherche clinique et expérimentale, nous sommes dans l'incapacité de modifier
spécifiquement les circulations régionales et la microcirculation. Donc, tout cet aspect des choses, je ne l'aborderai pas dans ma présentation, puisque nous n'avons aucun levier et donc nous ne pouvons pas modifier ces cibles thérapeutiques. Alors, la première des cibles thérapeutiques, c'est la pression artérielle. Et la pression artérielle, en l'occurrence la pression artérielle moyenne, qui est le reflet de la pression de perfusion des organes. Et pourquoi faut-il utiliser la pression artérielle moyenne? D'abord parce que les experts recommandent son utilisation et ils recommandent une pression artérielle cible de 65 mm de mercure chez les patients qui présentent un état de choc septique. C'est une recommandation forte avec un niveau d'évidence scientifique modéré. Quelle est la problématique? Nous souhaitons pour notre patient, pour un individu donné, un patient donné, maintenir la pression de perfusion des organes. Si celle-ci est trop basse, cette pression artérielle moyenne, on risque d'induire une ischémie par défaut de pression de perfusion. A contrario, si l'on augmente trop la pression de perfusion à l'aide d'un traitement vasoconstricteur, on risque d'induire une vasoconstriction excessive et donc d'obtenir une perfusion inadéquate, et cette vasoconstriction excessive est susceptible d'entraîner un excès d'ischémie des organes. Et donc, il faut trouver l'équilibre entre un défaut de perfusion de pression artérielle moyenne et un excès de pression qui peut favoriser une ischémie. Alors, reprenons la littérature pour essayer de voir d'où vient cette valeur de 65, cette valeur magique, entre guillemets, cette valeur de 65 mm de mercure. Elle repose sur, vous allez voir, pas grand-chose dans les faits. Quand on reprend la littérature, et en particulier les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, et qu'on reprend les articles principes sur lesquels elle se base, il s'agit en fait de 2 ou 3 papiers, tous basés sur la même méthodologie. Il s'agit de la surveillance continue de la pression artérielle moyenne chez les patients présentant un choc septique, et les auteurs ont regardé la valeur de différents seuils, mettons 55, 60, 65, et le temps passé en dessous de ces seuils, et l'association avec la mortalité. Et l'étude, par exemple, de Martin Dancer montre que pour une pression artérielle de 60 mm de mercure, plus les patients passent du temps en dessous de ce seuil, et plus la mortalité augmente. Et donc, vous avez ici en abscisse le temps, et ici en ordonnée la mortalité. Vous voyez que plus les patients passent du temps en dessous de la valeur seuil de 60 mm de mercure, et plus la mortalité augmente. Et dans cette même étude, ils ont fait une analyse un peu plus fine des choses et ils ont observé qu'il ne s'agissait pas en fait d'une relation entre le niveau de pression artérielle moyenne et la mortalité. La pression artérielle moyenne est exprimée ici en quartile, du plus faible au plus élevé. La mortalité est ici en ordonnée. Et sur l'axe des Z, vous avez la charge en vasopresseur ou la quantité perfusée de vasopresseurs, en l'occurrence ici de la noradrénaline. Vous voyez qu'il n'y a pas de relation entre le niveau de pression artérielle moyenne et la mortalité, mais qu'il y a une relation forte et étroite entre la quantité de vasopresseurs administrés à ces patients en choc septique et la mortalité. Donc, ce n'est pas le niveau de pression artérielle qui est associé à la mortalité, mais la quantité de vasopresseurs que l'on utilise pour maintenir la pression artérielle. Alors, qu'en est-il maintenant des études prospectives? Il y a peu d'études prospectives qui ont essayé de regarder la relation entre le niveau de la pression artérielle moyenne, la pression de perfusion des organes, et des outcomes cliniques qui pourraient être pertinents. Et cette diapositive vous liste toutes les études, et donc, vous voyez, elles sont au nombre de 6, avec des effectifs tout à fait modestes, et le design était toujours le même. Il s'agissait de patients qui étaient stabilisés sur le plan hémodynamique, donc à distance de la phase initiale, et les investigateurs s'intéressaient ou s'appliquaient à augmenter la pression artérielle moyenne de 65 à 75 à 85. Ceci pour grosso modo toutes les études, avec des états d'équilibre variables, ça oscillait de 30 minutes à 4 heures, et ils regardaient un certain nombre de paramètres hémodynamiques
macro et micro-circulatoire. Pour vous résumer les résultats, augmenter la noradrénaline augmente la pression artérielle moyenne, augmente l'index cardiaque, et pour le reste, ne change pas grand-chose. Ça va dans tous les sens, et en particulier au niveau de la microcirculation. Donc, ces études n'apportent pas de réponse claire sur la stratégie. Le ciblage de la pression artérielle moyenne, ça aurait été sympa, chouette, mais ça n'est pas le cas. On ne peut donc pas tester pour un individu donné différentes pressions artérielles, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Je répète, c'était des patients qui étaient déjà stabilisés à distance de la phase initiale de leur choc septique. Peut-être que les résultats seraient différents si on le faisait de façon tout à fait précoce. Enfin, je vous rapporte cette étude observationnelle qui s'est intéressée à la progression de la défaillance rénale chez les patients présentant un état de choc septique. Et vous avez ici en abscisse les quintiles de pression artérielle moyenne de 40, j'arrondis, 45 à 70, 70, 75, 75, 80, 80, 85 et au-delà. Et vous voyez que plus la pression artérielle moyenne baisse, et plus le risque de défaillance rénale croît chez les patients présentant un choc septique avec un plateau d'équilibre finalement entre 70 et 85 mm de mercure. La variation de la défaillance rénale est plutôt stable. Alors maintenant, existe-t-il des études multicentriques qui vous permettent de cibler ou de répondre à la question quelle est la bonne cible de la pression artérielle moyenne? Alors, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, lorsqu'on reprend les essais, en particulier l'étude de Rivers, publiée dans le New England en 2001, vous voyez que cette étude qui a fait grand bruit à l'époque et puis ensuite qui a été décriée, la pression artérielle moyenne atteinte dans les 6 premières heures est très nettement au-dessus de la valeur cible recommandée par la Surviving Sepsis Campaign. Elle est de l'ordre de 80 à 85 mm de mercure, en particulier dans le bras Early Goal Guided Therapy, le bras interventionnel qui avait montré une réduction de la mortalité. Qu'en est-il dans les études plus récentes qui se sont intéressées à la comparaison de différents traitements de catécholamine, l'étude CATS de Jilali Hanan qui a comparé dobutamine, noradrénaline versus adrénaline. Vous voyez que dès la 24 première heure, pression artérielle moyenne atteinte de l'ordre de 80 mm de mercure. L'étude VAST qui avait comparé la vasopressine à la noradrénaline, pareil, presque à J1, on est déjà à 80 mm de mercure de moyenne pour la pression artérielle moyenne. Et enfin, l'étude SOAP2, publiée par Daniel Debacker, a montré que dès J1, la comparaison de la dopamine versus la noradrénaline amenait les patients à des pressions artérielles moyennes de l'ordre de 80 mm de mercure. En pratique, la conclusion de toutes ces études, c'est que dans la vraie vie, on ne respecte pas les guidelines. Et plus récemment, je vous disais que l'étude d'Emmanuel Rivers, publiée en 2001 dans le New England Journal of Medicine, avait été décriée et avait été challengée. Et donc, 3 études se sont intéressées à la même question, essayer de reproduire avec le même design chez les patients en sepsis et en choc septique pour essayer de confirmer ou pas les résultats. Et donc, je vous montre l'étude process, mais il y en a d'autres. Il y a une étude anglaise, une australienne et néo-zélandaise et l'autre, la dernière, américaine. Et donc, vous voyez que les patients à l'inclusion avaient bien une pression artérielle moyenne de 65 mm de mercure. Et 6 heures après, ils étaient bien au-delà, ce qui veut dire qu'en pratique, dans la vie de tous les jours, quand bien même on est dans une étude qui cherche à reproduire l'étude de Rivers, on réanime les patients au-delà de la valeur seuil recommandée par les guidelines, au-delà de 65 mm de mercure. Alors, faut-il nous guider avec la pression artérielle moyenne? Quels sont les outcomes avec une pression artérielle de 65 versus une
et une pression plus élevée. C'est la question que nous nous étions posée dans l'essai multicentrique sepsis-PAM, où nous avions comparé deux stratégies de réanimation, une pression artérielle basse entre 65 et 70 mm de mercure versus une pression artérielle dite élevée entre 80 et 85 mm de mercure. Et le critère de jugement principal était la mortalité à J-. Vous voyez que les résultats de cette étude ne montrent aucune différence entre les deux stratégies de réanimation, entre la pression dite basse et haute. Donc, si votre critère de jugement est la pression, enfin la mortalité, réanimer à 65 ou à 80 ne change rien. Et ceci reste vrai que les patients aient des antécédents d'hypertension artérielle chronique ou n'en aient pas, soit non hypertendus. Alors, les résultats de sepsis-PAM sont ce qu'ils sont, n'ont pas montré de différence. Et quand on reprend la littérature sur des effectifs beaucoup plus importants, c'est une étude, l'étude que je vous montre porte sur près de 9000 patients. Donc, cette étude a cherché à, c'est dommage, on ne voit pas, si on voit l'origine, donc ça a été publié dans Intensive Care Medicine, et là encore, les auteurs se sont, dans cette étude rétrospective, se sont intéressés à comparer différents seuils de pression artérielle moyenne pour la mortalité, la survenue de la défaillance rénale et la survenue de l'infarctus du myocarde, et vous voyez que plus la pression artérielle moyenne baisse, et plus le risque d'augmentation de la mortalité augmente, et c'est vrai aussi pour la défaillance rénale, et c'est ce qui nous fait penser que la valeur seuil magique, entre guillemets, de 65 mm de mercure est peut-être une cible du passé. En tout cas, lorsqu'on prend les recommandations et la vie de tous les jours, il y a une véritable différence. Et lorsqu'on reprend les études rétrospectives, il semble quand même que réanimer avec des pressions artérielles plus élevées soit associé à un meilleur pronostic en termes, lorsque l'outcome est jugé sur la mortalité ou sur la défaillance rénale. Alors, si on en croit les études actuelles, on peut aussi utiliser pour essayer d'individualiser la pression artérielle le risque de survenue d'effets secondaires, puisque nous savons que pour augmenter la pression artérielle moyenne, il faut utiliser plus de noradrénaline que si on la laissait plus basse, par exemple à 65 mm de mercure, et c'est ce qu'a montré l'essai sepsis-PAM. Dans le bras bas, les patients recevaient moins de noradrénaline et moins longtemps, comparé au bras haut, et vous voyez la différence de dose exprimée en milligrammes heure, et la durée, c'était 4 jours versus 5 jours. Et donc, lorsqu'on regarde les effets secondaires dans l'essai sepsis-PAM, on remarque que les patients qui étaient réanimés avec une pression artérielle élevée, 80-85 mm de mercure, ces patients avaient un risque accru de survenue d'événements indésirables cardiaques et en particulier de survenue de fibrillation auriculaire de novo. Donc, la stratégie pression artérielle élevée pourrait, dans les études rétrospectives, réduire la mortalité, mais est associée à des effets secondaires, plus d'effets secondaires. Et lorsqu'on regarde les effets sur le rein dans l'essai sepsis-PAM, on remarque que les patients qui étaient hypertendus, c'est cette ligne-là, lorsqu'ils étaient réanimés avec une pression artérielle élevée, développaient moins d'insuffisance rénale, sepsis-PAM, confirmant les études rétrospectives chez le patient hypertendu chronique, réanimé avec un niveau de pression artérielle plus élevé, permet de réduire le risque de survenue de défaillance rénale au cours du choc septique. Donc, je n'aurai pas pour la pression artérielle de réponse ultra claire à vous apporter sur la pression artérielle moyenne. Quand on prend l'outcome mortalité, le débat n'est pas clos, puisque la seule étude prospective
randomisée d'envergure n'a pas montré de différence, hein, c'est l'étude septicale, mais les études rétrospectives laissent percevoir plutôt un bénéfice. Et par contre, lorsqu'on utilise cette stratégie d'augmentation de pression artérielle, on est confronté à un surcroît d'événements indésirables, en particulier d'événements cardiovasculaires, mais les patients hypertendus chroniques en tirent bénéfice en termes d'épargne de défaillance rénale. Et donc, c'est ce qui fait dire aux conférences de consensus que l'on doit individualiser le niveau de pression artérielle et donc les éléments que je vous ai donnés devraient vous aider à choisir votre stratégie, pression 65 ou plus élevée, en fonction des antériorités d'hypertension chronique ou pas chez votre patient. Les autres cibles de pression, de réanimation sont listées dans la Surviving Sepsis Campaign et dans la mouture de 2012 était stipulé un débit urinaire supérieur à 0,5 ml par kilo et par minute. Cette recommandation a disparu dans la nouvelle version et je n'avais jamais trouvé pourquoi c'était noté. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Je veux bien vous offrir une bouteille si vous trouvez la raison pourquoi cette valeur magique en réanimation de 0,5 ml par kilo et par. Et donc, pour continuer à avancer dans la physiologie, Xavier Monet vous a parlé de transport en oxygène. En effet, c'est important et donc l'oxygénation est importante, l'oxygénation tissulaire est importante et il faut donc s'intéresser au transport en oxygène et la mouture de 2012 de la Surviving Sepsis Campaign stipulait qu'il fallait viser une saturation veineuse mêlée à 65 mm de mercure ou une saturation veineuse jugulaire à 70%, je vous ai dit en millimètres de mercure, je vous prie de m'excuser, c'est pour le pourcentage. Donc, la saturation veineuse mêlée dans l'artère pulmonaire, 65%, et dans la jugulaire, 70%. Et il y avait une autre cible thérapeutique, c'est qu'il fallait s'arranger, organiser, prévoir sa réanimation pour normaliser le lactate, et c'était une recommandation de grade 2C, c'est-à-dire assez. Alors, revenons sur les nouvelles recommandations, et vous voyez que la surveillance et la cible thérapeutique avec la SVO2 ou la SCVO2 a disparu de la nouvelle version de la Surviving Sepsis Campaign et les auteurs de la Surviving Sepsis Campaign n'ont gardé que la surveillance et l'objectif de diminuer les lactates. Alors d'où ça vient? Pourquoi ont-ils supprimé ça? Il y a un certain nombre d'études qui les ont encouragés dans ce sens. En premier lieu, l'étude de Gattinoni et ses collègues, où ils ont comparé 3 stratégies thérapeutiques. L'index cardiaque, le groupe contrôle avec un index cardiaque normal, un groupe interventionnel où on cherchait à augmenter l'index cardiaque et un troisième groupe où on cherchait à augmenter la saturation veineuse mêlée supérieure à 70% chez les patients en réanimation. Et vous voyez que ces 3 stratégies ne permettaient pas de faire la différence en termes de mortalité à J28 et à 6 mois. Alors pourquoi elle a échoué cette étude? Certes, les stratégies permettaient d'augmenter de manière significative le transport en oxygène avec une augmentation de la SVO2, mais cliniquement passer d'une SVO2 de 68% à 72% ne change pas grand-chose et de 70% à 72%, il y a peut-être une différence qui est statistiquement significative, mais elle ne l'est pas du point de vue clinique et ça explique l'échec de cette stratégie.
Par ailleurs, les études qui se sont attelées à reproduire l'étude d'Emmanuel Rivers, et ici vous avez la méta-analyse des études Process, Arise et Optimize, sont toutes un peu sur le même schéma, qui ont comparé une stratégie standard versus une stratégie interventionnelle guidée par la mesure de la SCVO2, et vous voyez qu'il n'y a aucune différence en termes de survie des patients. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on reprend les valeurs de SCVO2 chez ces patients, vous voyez qu'elles sont en moyenne élevées chez ces patients en choc septique ou en sepsis, et elles sont supérieures à 70%. Et donc, ce qui a fait rejeter l'utilisation du monitoring de la SCVO2 chez les patients en choc septique par les experts. Alors, on se base aujourd'hui sur cette étude publiée dans le JAMA et qui a comparé une stratégie guidée par la clairance du lactate versus une stratégie guidée par la mesure de la SCVO2 et la mortalité était identique dans les deux bras, la mortalité hospitalière était identique dans les deux bras et ce qui a justifié aussi en partie l'abandon de la mesure de la SCVO2. Alors, est-ce qu'il faut être d'accord ou pas, d'accord avec ces recommandations? Je ne vous cache pas que je ne partage pas cet avis, c'est un avis personnel et pour les raisons suivantes. Cette diapositive, Xavier Monet vous l'a déjà montré et il vous a expliqué que 2/3 des patients avaient une SCVO2 élevée, ce qui est vrai, mais ça veut dire qu'il reste 1/3 des patients qui ont une SCVO2 initiale qui est basse, inférieure à 70%. Et il me paraît important de détecter ces patients, d'autant plus que ce sont les patients qui ont les SCVO2 basses et des lactates élevés qui meurent le plus, et que corriger la SCVO2, on sait que sur le plan physiologique, c'est quelque chose qu'on sait faire, on sait donner de l'oxygène, on sait transfuser les patients, on sait augmenter le débit cardiaque pour augmenter le transport en oxygène, et on sait augmenter le débit cardiaque soit en transfusant le patient, soit en augmentant sa précharge en lui donnant du remplissage vasculaire, soit en administrant des inotropes tels que la dobutamine. Aujourd'hui, on sait modifier la SCVO2, mais nous ne savons pas modifier le lactate. Le lactate n'est qu'un simple marqueur de l'efficacité de votre réanimation. On n'a pas de thérapeutique directe sur la clairance du lactate. Vous ne pouvez diminuer le lactate qui est lié à une production de type anaérobie qu'en augmentant le transport en oxygène si besoin. Voilà. Donc, j'ai abordé la pression artérielle moyenne, la saturation veineuse mêlée en oxygène, les explications de son abandon par les recommandations et mon positionnement qui est plus conservateur. Et je pense qu'il c'est pas inutile de la mesurer. Ça permet d'aider et ça facilite la prise en charge des patients et la compréhension du choc et ça guide la stratégie thérapeutique et la stratégie de la réanimation de la phase initiale et voire secondaire du choc septique, mais aussi des autres types d'état de choc. Alors, je vais aborder maintenant dans les dernières minutes une autre cible thérapeutique qui est quelle stratégie d'oxygénation, vous dites que c'est loin de l'hémodynamique, mais augmenter le transport en oxygène, c'est bien augmenter, c'est bien assurer une oxygénation adéquate à nos patients, et ça n'est rien d'autre que ce que disent Jean-Louis Vincent et Daniel Devaquer dans ce papier de revue dans le New England Journal of Medicine. Ils précisent bien qu'il faut donner de l'oxygène pour améliorer le transport en oxygène. Et Rivers les a pris à la lettre, et je vous ai grossi, tout le monde oublie cette première cartouche de la stratégie de son protocole qui avait modifié le pronostic des patients. Et donc, il faut administrer de l'oxygène intubé facilement et ventilé mécaniquement. Alors, l'oxygène dans le choc septique, oui, c'est très bien et
grosso modo, toutes les méta-analyses convergent pour dire que chez les patients en post-opératoire de chirurgie digestive sale, l'administration d'oxygène avec une FiO2 de 80% pendant la période opératoire et la période post-opératoire améliore ou diminue en tout cas le risque de complications post-opératoires et en particulier les infections de site opératoire. Ça, c'est acquis. À tel point que ça fait partie des recommandations de la prise en charge des patients en chirurgie digestive. Alors, de là à administrer de l'oxygène à très forte concentration pour rechercher un effet anti-infectieux dans le choc septique, pourquoi pas? Et c'est donc le raisonnement que nous avions suivi, administrer de l'oxygène à très très forte dose pour améliorer le transport, mais aussi bénéficier des effets anti-infectieux de l'oxygène. Et c'était donc l'objectif de l'étude Hyper-2S qui avait comparé une stratégie classique avec donc une cible de FiO2 pour avoir une saturation artérielle aux alentours de 92-95% versus une FiO2 à 100% dans les 24 premières heures pour bénéficier des effets thérapeutiques de l'oxygène. Et donc, cette étude a été stoppée prématurément parce que si précocement il y avait un bénéfice à la stratégie d'hyperoxie, plus tardivement à J28 et à J90, il y avait une surmortalité dans le groupe traité par hyperoxie. Donc, l'hyperoxie est délétère, quand bien même elle permet d'augmenter éventuellement le transport en oxygène, pas beaucoup, elle a un effet délétère. Alors, faut-il pour autant suivre les recommandations? Et donc, je vous présente, toujours dans la même optique, l'étude publiée par Loïc Barrault, et c'est l'étude LOCO2 publiée cette année, enfin en 2020, dans le New England. Et cette étude cherchait à comparer deux stratégies d'oxygénation chez les patients en SDRA. La stratégie basse, qui suivait les recommandations internationales de prise en charge du SDRA, visait une cible de PaO2 entre 55 et 70 mm de mercure, et une stratégie libérale qui visait une PaO2 entre 90 et 105 mm de mercure. 70% des patients inclus dans cette étude présentaient un choc septique ou avaient nécessité le recours au catécholamine. Donc, c'était des patients graves et qui étaient septic shock-like, en tout cas pour une immense majorité d'entre eux. Et donc, les résultats de cette étude montrent que une stratégie restrictive ou conservative en administration d'oxygène était associée à un surcroît de mortalité et que suivre les recommandations, c'est-à-dire des PaO2 relativement basses pour obtenir des saturations artérielles entre 88 et 92%, était délétère. Et donc, il valait mieux viser des niveaux d'administration de l'oxygène pour avoir des saturations artérielles plus élevées et des PaO2 entre 90 et 105 mm de mercure. Donc, dans la stratégie d'augmentation du transport en oxygène, vous devrez tenir compte de ces éléments. Trop, c'est pas bien, c'est mauvais pour les patients, et trop peu aussi, il faudra que vous visiez la bonne cible. Je passe rapidement, le temps avance. Pour finir avec cette diapositive, pour augmenter le transport en oxygène, vous pouvez transfuser les patients, puisque le contenu artériel en oxygène dépend de la concentration d'hémoglobine, et le seuil validé aujourd'hui chez les patients en choc septique est de 7 grammes d'hémoglobine, comme l'a montré l'étude TRIST publiée par Holst en 2014, où il a comparé un seuil de 9 grammes par décilitre versus un seuil à 7 grammes par décilitre. Et vous voyez qu'il y a équivalence entre les deux stratégies et donc raison pour laquelle la valeur seuil de 7 grammes par décilitre a été retenue par les guidelines. Donc, pour finir, pour corriger la pression de perfusion des organes, vous utiliserez des vasopresseurs et des fluides, vous verrez plus tard comment.
Et la cible de pression artérielle moyenne, pression de perfusion des organes, doit être supérieure à 65 mm de mercure. Et vous tiendrez compte ensuite des particularités du patient pour cibler éventuellement une pression artérielle plus élevée. Et puis, pour maintenir le transport en oxygène, vous viserez des cibles de SVO2 ou de SCVO2 de 70 ou 65% et ou le monitoring de lactate. Et vous aurez une cible pour cela de saturation en oxygène entre 94 et 98%. Et vous veillerez à baisser les lactates en dessous de 2 millimoles par litre. Vous administrerez des fluides et des inotropes pour augmenter le transport en oxygène afin de maintenir une SVO2 supérieure à 65% ou une SCVO2 supérieure à 70%. Enfin, il faudra transfuser les patients pour maintenir une concentration d'hémoglobine supérieure à 7 grammes par décilitre. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Pierre. Est-ce que tu as accès à la zone questions-réponses? Alors, attends, je vais essayer de le partage d'écran. Ouais. Voilà, c'est bon. Alors, questions-réponses, j'en lis une. Oui, c'est ça. Alors, c'est une très bonne question. Pour ma part, je dirais il faut mesurer la SCVO2 quand on peut, quand on pense qu'il y a un problème. À la phase initiale, bien sûr, pour détecter ce fameux tiers et pas passer à côté, mais quand il y a une toute déstabilisation hémodynamique. Le patient est stable, vous êtes en train de diminuer les catécholamines, je crois qu'il ne faut pas s'embêter à faire les mesures, surtout si vous savez que la SCVO2 était correcte. Par contre, si le patient se dégrade, alors il faut avoir la curiosité d'aller regarder les choses. Et en mesurant la SCVO2, vous allez faire plusieurs choses en même temps. Vous allez mesurer la pression de l'oreillette droite, la pression veineuse centrale. Ce n'est pas pour guider votre remplissage, vous verrez tout à l'heure, mais ça va vous donner un petit peu une idée de la valeur de cette PO2. Et si elle est très élevée, ça va vous faire suspecter une défaillance ventriculaire droite et vous amener à faire réaliser, par exemple, une échographie ou augmenter votre niveau de monitoring. Vous allez prélever du sang, mesurer la SCVO2, mais vous allez en même temps mesurer le gradient véno-artériel de CO2 et qui va vous donner aussi une idée de l'adéquation du débit cardiaque par rapport aux besoins en périphérie. Et donc, ces éléments vont vous permettre, tous combinés les uns avec les autres, de vous dire, bon, est-ce que un remplissage est raisonnable? Est-ce que je ne suis pas en train d'atteindre des valeurs de POD qui sont extrêmement élevées et je vais faire vraiment déborder le patient et peut-être qu'il va falloir que j'envisage d'augmenter mon niveau de monitoring ou de refaire une échographie pour détecter une défaillance ventriculaire droite. Et puis, je vais utiliser ma SCVO2 pour essayer de comprendre les choses. Si elle est élevée et que le patient va moins bien, clairement, augmenter le plus le transport en oxygène encore, ça sera vide de sens. Et donc, il faudra changer de stratégie et peut-être augmenter seulement la dose de noradrénaline plutôt que d'envisager un remplissage. Voilà, ça permet, donc moi je l'utilise à chaque fois que ça va pas. La clairance du lactate, est-ce que je l'utilise? Je fais qu'observer la modification du lactate. Je n'ai aucune prise thérapeutique, malheureusement. Ça n'est qu'un bystander. Le lactate diminue quand ça va mieux, et c'est tout. Comment varie ensuite la SCVO2 avec la pression artérielle de l'oreillette droite? Il n'y a aucune relation entre les deux. Spectateur anonyme. Chez les patients hypertendus, cible de PAM,
un patient avec antécédent d'HTA contrôlé, traité est-il à considérer? C'est une excellente question. Personne ne sait. Dans l'étude Sepsis-Femmes, puisque c'est l'étude qui s'est intéressée à ces patients, les patients étaient inclus précocement. Je rappelle que les critères d'inclusion dans l'étude de Sepsis-Femmes, c'était les patients devaient être inclus dans les 6 premières heures du début de la noradrénaline. Donc, c'est une intervention précoce. Les patients, évidemment, on ne savait pas à quel niveau de pression artérielle ils étaient dans leur vie quotidienne. On savait qu'ils étaient hypertendus ou bien ils prenaient un traitement. Le prenaient-ils vraiment? Le prenaient-ils un jour sur deux? Quelle était leur compliance? Je n'en sais rien et vous ne sortirez pas de cette incertitude. Il faut vivre avec. Elle est comme ça. Quoi qu'il en soit, comment nous pratiquons? Si à 65, quand on commence la réanimation, si à 65 mm de mercure, le patient a une belle diurèse et n'a pas de signe d'hypoperfusion, quand bien même c'est un hypertendu, nous ne cherchons pas à augmenter la pression artérielle moyenne. A contrario, s'il s'agit d'un hypertendu et qu'il est olygurique, alors on augmente la pression artérielle tout en sachant qu'il faut rester dans la fenêtre d'intervention décideurs, puisque les études qui sont intéressées à augmenter la pression artérielle au-delà des décideurs, quand les patients étaient parfaitement stabilisés, n'ont pas montré d'efficacité. Enfin, quand le patient a déjà l'insuffisance rénale et que celle-ci est évoluée, à l'évidence qu'il a une insuffisance rénale avec une créatinine déjà bien élevée et qu'il est anurique et qu'on ne passera pas à côté de l'épuration extrarénale, nous ne cherchons pas à augmenter la pression artérielle puisqu'il n'y a rien à sauver le rein. La seule stratégie d'augmentation de la pression artérielle aujourd'hui, c'est d'épargner ou de diminuer le risque de défaillance rénale. Et que si celle-ci est déjà bien établie, à ce moment-là, il n'y a aucun intérêt à augmenter la pression artérielle moyenne. Est-ce que la POD est interprétable sous PEP? Oui, bien sûr, elle est interprétable, il faut en tenir compte. Si vous pouvez éventuellement débrancher le patient au risque de le dérecruter, ça dépend pourquoi vous avez de la PEP. Si la PEP est modérée, c'est possible. Sinon, il faut faire la mesure de l'indice de transmission de la PEP ou des voies aériennes sur les vaisseaux et recalculer la POD. Mais quoi qu'il en soit, la POD que vous mesurez, c'est l'état actuel du patient. Et donc, si la POD est très élevée, ça doit vous faire considérer aussi, quand bien même la PEP, il y a beaucoup de PEP dans ce signal de pression, ça doit vous faire considérer votre niveau de PEP et ne pas compromettre l'hémodynamique au profil de la ventilation. Et c'est un équilibre entre les deux et la crise Covid nous a montré ça chez les patients. Ils sont faciles à recruter, la compliance est conservée au moins à la phase initiale. Et donc, lorsqu'on augmente la PEP, il y a une transmission importante au niveau du secteur vasculaire et en particulier sur le retour veineux. Et donc, on peut avoir une baisse du retour veineux quand la POD augmente beaucoup. Et donc, on se rend compte que chez ces patients Covid, lorsque ils sont olyguriques, le fait de baisser un tout petit peu la PEP permet d'améliorer la pression de perfusion rénale via une augmentation du débit cardiaque. Sait-on expliquer d'un point de vue physiopathologique pourquoi un tiers des patients en choc septique a une SVO2 AVC? Je pense que tous les chocs septiques ne sont pas identiques. Il y en a qui ne sont pas très charge dépendants. Si on intervient tôt. Par exemple, c'est ce qui est reproché à l'étude de Rivers. La SVO2 dans les moyennes dans l'étude de Rivers était de 49, SCVO2, pardon, était de 49%. Et lorsqu'on reprend les données d'autres centres, des études plus récentes et des études européennes, on se rend compte qu'on n'a pas cette proportion. Que la SCVO2 en général plus élevée, comme comme je vous ai montré dans les études qui ont cherché à confirmer l'étude de Rivers et qui n'ont pas pu le faire.
L'étude de Rivers, les patients, a été réalisée dans la banlieue de Détroit, dans la banlieue pauvre de Détroit. Les patients arrivaient au bout du rouleau. Néanmoins, les patients peuvent aussi arriver en France au bout du rouleau. On a des patients qui arrivent tard à l'hôpital et donc il faut savoir les détecter. C'est pas facile. Et donc, mesurer la SCVO2 à partir du moment où vous avez un cathéter jugulaire, c'est extrêmement facile. Donc, il ne faut pas se priver de ce renseignement précieux. La diurèse horaire peut être un marqueur de l'insuffisance de notre cible PAM et donc éventuellement monter notre cible de PAM supérieure à 65 mm de mercure si la diurèse est trop basse. Difficile de répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est ce qui est assez répandu en pratique, qui n'a pas été validé par les études. Augmenter la PAM pour augmenter la diurèse, c'est possible. Je viens de reviewer un papier qui montre parfaitement ça. L'augmentation de la pression artérielle chez le patient hypertendu augmente la diurèse. Cependant, ça n'est pas une stratégie systématique, en particulier chez le patient non hypertendu, puisque ça s'accompagne malheureusement d'effets secondaires. Et donc, ça c'est associé à un surcroît de troubles du rythme, en particulier de fibrillation auriculaire, puisque pour faire cela, il faut augmenter la dose de catécholamine. Et enfin, chez les patients non hypertendus, cette stratégie n'a pas permis de réduire le risque de défaillance rénale. Donc, chez le non hypertendu, je pense qu'il ne faut pas augmenter la pression artérielle. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas d'éléments scientifiques dans la littérature pour choisir cette stratégie. Très bien, merci Pierre. On va passer à la présentation suivante, mais je suis un peu embêté parce que c'est le professeur Nadia Assaoui qui était censé se connecter et présenter, faire sa présentation à 10h30. Alors, ce qui est possible de faire, je peux éventuellement faire ma présentation maintenant et échanger avec elle. Ouais. Est-ce que ça te dérange d'essayer de la contacter? C'est ce que je suis en train de faire. Et elle passerait à ce moment-là à 11h45. Très bien. Bon, bah, je vais commencer, je vais faire ma présentation, on va inverser un peu l'ordre des... Alors, pour répondre à la dernière question, c'est 7 grammes d'hémoglobine chez le patient coronarien. Oui, c'est pour tout le monde. Très bien. Eh bien, je vais prendre je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ?